à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Secrets de tournage. Waouh, mais 2 secrets de tournage affilés, mais qu'est-ce qui se passe? Et ouais, je suis quelqu'un comme ça, moi. Parlons d'une série qui a su mettre d'accord 43 millions de spectateurs dès sa première saison. Rien que ça. Comment Penn Badley a-t-il perpétué son rôle de stalker d'une série à l'autre? Ou encore, d'où vient l'idée de la série? Nous allons tout passer en revue dans cet épisode. Bien sûr, rassurez-vous, il n'y aura aucun spoil de la saison 4. Je ne suis pas comme ça. Par contre, pour les 3 autres saisons, il y a prescription. Vous avez des années de retard, les gars, là. Bon, après, normalement, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous y connaissez un tout petit peu dans la série et que je ne vous spoile rien. 24 sur 2, 3e. L'histoire de la série trouve son origine en l'imagination tourmentée de Caroline Kepnes, autrice du roman à succès You, et accessoirement l'une des scénaristes d'une série extrêmement connue dans les années 90, C'est à la maison. Un roman dont l'histoire sert de terrain de jeu aux scénaristes et showrunners Greg Berlanti et Sarah Gamble. Nous sommes en 2015 et la plateforme de streaming américaine Showtime est à la recherche de nouveaux projets et les 2 scénaristes comptent bien vendre le leur. Ni une ni deux, ils pitchent la série. Pitcher, c'est raconter en 5 phrases maximum l'intrigue d'une œuvre, et contrairement à ce à quoi ils pouvaient s'attendre, eh bien la plateforme réagit de façon plutôt tiède. Merci, mais non merci, on n'est pas vraiment intéressé. N'ayant pas vu ça venir, Berlanti et Gamble se retrouvent un petit peu piteux, qu'à cela ne tienne, ils ont une série entre les mains et ils comptent bien trouver acheteur. Et c'est le cas, ils finissent par séduire, non pas Netflix, qui avait elle aussi refusé la série, oui, vous avez bien entendu, mais Lifetime, une autre plateforme de streaming américaine. La machine est lancée et le tournage va débuter. La première saison n'est même pas encore diffusée que Lifetime entreprend déjà la suite. Il commande une seconde saison au showrunner totalement en joie. C'est dire à quel point la plateforme croit en cette série. Seulement la joie redescend tout aussi vite qu'elle est montée. Après la diffusion de la première saison, force est de constater que les résultats sont bien moindres que ceux attendus. La série ne semble avoir intéressé que 600 000 spectateurs, même pas le million. À résultat décevant, décision radicale. La plateforme Lifetime décide d'annuler une potentielle 2e saison et c'est ainsi que You s'éteignit dans la pénombre streamienne. Mais non, bien sûr que non, la série compte à l'heure actuelle 4 saisons, on se doute bien que par conséquent, elle a trouvé acheteur. Eh bien oui, si Netflix a fait l'impasse sur la série en 2015, à son arrivée chez le géant du streaming, Bella Bajaria, supervisatrice du contenu Netflix, met le doigt sur ce projet que ses collègues ont laissé filer et ayant visiblement plus de flair que ses compères, elle signale que si, Netflix est bien intéressé par la série. Alors certes, ils ont raté le coche pour la produire, mais ils sont tout à fait disposés à la diffuser. Et quel coup de maître! La série qui n'avait fait que 600 000 spectateurs chez son concurrent fait un joli carton chez eux avec 43 millions de spectateurs. Netflix devient alors producteur majoritaire de cette nouvelle aventure. Un peu à la manière de Game of Thrones, victime de son succès, l'autrice Caroline monte en pression pour enchaîner l'écriture des livres. Puisque le succès est toujours au rendez-vous, les saisons s'enchaînent et les livres suivants sont très attendus. Et pourtant, si les scénaristes ont adapté en grande majorité l'entièreté de l'histoire du premier livre, ils ont tout de même changé quelques points et ont pris de plus en plus de liberté à mesure que les saisons s'enchaînent. Par exemple, dans la saison 1, Monsieur Mooney, l'homme qui martyrisait Joe étant petit, est un protagoniste très présent, alors que dans le livre, il est à peine mentionné, si peu qu'on ne sait même pas vraiment s'il est méchant. Autre différence, dans la série, lorsque Joe a enfermé Beck dans le sous-sol de la librairie, il lui offre une machine à écrire pour qu'elle écrive son livre, alors qu'en réalité, dans le livre, il lui donne le Da Vinci Code à lire. Ou encore, tandis que la série nous laisse supposer ce qu'il advient de Beck à la fin de la saison 1, mais ne nous montre rien de ce qui s'est réellement passé, le livre, lui, contient 2 chapitre entier sur son meurtre. On sait par exemple que Beck a fait semblant d'arrêter de respirer en pleine strangulation pour tenter de s'échapper des mains de Joe. Le personnage de Paco, quant à lui, est totalement inventé par la scénariste
scénariste Sarah Gamble, qui souhaitait donner un petit côté plus humaniste au personnage de Joe, ce qui lui permet également une fin parfaite. Paco, appréciant tellement Joe, ne peut pas croire une seule seconde qu'il soit mauvais et n'aide donc pas Beck à s'échapper, ce qui nous permet donc une transition parfaite avec la saison 2. Les saisons 2 et 3 s'éloignent de plus en plus des livres, avec en tête d'exemple Love, seconde compagne de Joe, qui n'est pas une meurtrière dans les livres. Et non, si elle connaît ce vice caché chez Joe et l'accepte, l'amour. Ce n'est pas pour autant qu'elle le partage, voire pire, qu'elle y est passée maître, comme dans la série. Ou encore, pour ne citer qu'elle, la fameuse voisine ultra sexy de la saison 3, Nathalie, qui n'est que pure invention des scénaristes pour cette fois faire la parfaite transition entre la saison 2 et la 3. Les différences sont encore nombreuses, avec un Joe qui sort de prison dans le 3e livre, alors que dans la série, il n'y a jamais mis les pieds en 3 saisons. Mais laissons quand même quelques surprises aux futurs potentiels lecteurs. Ne me regardez pas comme ça, vous avez 3 ans de retard, les gars. Le tournage de la première saison débute en décembre 2017 et est filmé à New York. Et à la place d'Elizabeth Leigh dans le rôle de Beck, vous auriez pu y trouver Victoria Pedretti, mieux connue sous le nom de Love, qui avait auditionné pour le rôle. Comme vous auriez pu retrouver Dylan Arnold, mieux connu sous le nom de Theo dans la saison 3, dans le rôle de Joe, pour lequel il avait auditionné au départ. La seconde saison est tournée, elle, en Californie, en partie pour ses paysages, mais surtout pour profiter des avantages financiers de LA, puisque la série reçoit une coquette somme de la part de la California Film Commission pour participer à la production de la série. Saison dans laquelle vous auriez pu retrouver Dylan Arnold, encore dans le rôle cette fois de 40, pour lequel il avait aussi auditionné. Mais la 3e est la bonne, on lui offrira enfin un rôle dans la 3e saison, comme quoi il ne faut jamais abandonner. Le tournage de la saison débute en novembre 2020 et comme nos chers copains de chez Avatar se voient obligés de mettre leur tournage en pause en décembre 2020 pour cause de virus. Le tournage reprendra fin février 2021 et se terminera en avril 2021. Il aura en partie lieu dans les backlots de la Warner Bros, c'est-à-dire les décors de rue permanents de leur studio, où vous y retrouverez la boulangerie de Love, A Fresh Start, qui est exactement le même endroit que le coffee house dans lequel Emma Stone travaille dans La La Land, et qui se trouve juste au coin de la rue du Diner de Luke dans la série Gilmore Girls, et de l'Apple Rose Grill, endroit dans lequel se rejoignent Emily, Shay Mitchell de son vrai nom, et ses copines dans la série Pretty Little Liars, un endroit très fréquenté en somme. Shay Mitchell, qui s'est d'ailleurs servi d'une bonne partie de sa propre garde-robe pour son rôle de Peach dans la saison, parce que finalement, quand on est déjà stylé dans la vraie vie, pourquoi pas? Enfin, le tournage de la saison 4 débute en mars 2022 et se termine en août de la même année. Comme de nombreuses autres séries, You n'a pas fait exception à la fameuse question du « Vous allez vraiment donner le rôle phare à un meurtrier ?» Une question qui a d'ailleurs longtemps travaillé Penn Badley, interprète de Joe, qui n'a pas d'emblée accepté la proposition. D'abord parce qu'il n'était pas certain d'avoir envie de repartir dans un rythme effréné des séries télé, bien différent de celui des films, mais aussi parce qu'il était assez convaincu que Joe Goldberg est un psychopathe, plutôt qu'un sympathique jeune homme qui protège ses conquêtes et qui a du mal à gérer ses pulsions. Il lui aura fallu de longues heures de conversation avec les showrunners pour voir un bout d'humanité en le personnage et accepter d'affronter le défi. Il allait devoir se mettre dans la peau de ce type qui le dégoûte profondément et pour ça lui trouver une once d'humanité quelque part. Et ce n'est pas un sujet qui n'a travaillé que l'acteur. En effet, bon nombre d'articles ont vivement critiqué le succès de la série et de la star qu'elle met en scène. C'est pourquoi autant les showrunners que les acteurs ont tenu à remettre les choses en place à plusieurs reprises. Penn Badley ne s'en cache d'ailleurs jamais dans aucune de ses interviews. Joe n'est pas une bonne personne et il n'y a clairement pas de quoi être séduite par ce type. Les showrunners, eux, se défendent en expliquant avoir voulu ouvrir les gens à un fait de corrélation avec les nouvelles générations, l'accès à toutes vos infos grâce à Internet. Les créateurs de la série espèrent donc que celle-ci permettra de mettre en lumière le fait qu'il soit effectivement possible de stocker quelqu'un en vrai grâce aux réseaux sociaux. C'est notamment arrivé au Japon où un homme a été arrêté alors qu'il traquait une jeune femme en scrutant sa page Instagram jusqu'à en analyser les reflets qu'il voyait dans ses yeux sur les photos. De cette façon, il a pu y voir les stations de métro qu'elle fréquentait souvent et la retrouver. You serait donc une série qui sert avant tout de prévention.
Badley a vécu des moments plutôt écœurants dans la série, comme par exemple quand il devait découper le corps d'un homme et le passer dans un hachoir. Vous savez, celui qui a coupé le doigt de Joe. Je vous rassure tout de suite, aucun être humain n'a été blessé durant ces scènes. Penn Badley portait un magnifique bras en prothèse pour l'occasion, tandis que lorsqu'il découpait le corps, il découpait en réalité un corps en prothèse, mais pas n'importe lequel. En effet, la prothèse saignait en fonction d'endroits précis où elle était découpée. Pas du vrai sang, évidemment, mais plutôt un mélange de sucre collant et de colorant rouge. À noter que la prothèse du faux corps était recouverte de vrais poils d'êtres humains collés un par un sur elle, un réalisme tel qu'il n'a clairement pas aidé à rendre la scène plus digeste à tourner pour l'acteur. Un acteur qui n'a d'ailleurs pas énormément de répliques à dire en direct. En effet, près de 80% des dialogues de Joe se passent en voix off, dans sa tête en somme. Mais pour aider l'acteur à diriger son jeu correctement, puisqu'il n'est pas chose aisée de n'avoir que des scènes sans dialogue, il pouvait profiter d'une doublure voix, dont le rôle était de lire la voix off de l'acteur pendant ses scènes et ainsi de l'aider à être le plus juste possible au niveau de ses réactions. Tout laisse à penser que les créateurs de la série sont plus que probablement de grands fans du groupe Nirvana. Ainsi, le magasin que l'on voit à côté de la librairie Moonies s'appelle Nirvana. Dans le pilote de cette première saison, Beck achète le livre Desperate Character de Paula Fox, qui n'est autre que la grand-mère de Courtney Love, qui fut mariée à Kurt Cobain, chanteur de Nirvana. Plus tard dans la série, Beck porte un t-shirt de Nirvana, et dans la saison 2, Joe travaille dans un magasin appelé Anavrine, qui n'est autre que le mot, je vous le donne en mille, Nirvana, écrit à l'envers. Coïncidence ? Il y a rarement autant de coïncidences dans le cinéma. Dans la saison 1, le mot You est cité 241 fois. Et tant qu'on est dans la première saison, sachez que les 10 épisodes ont été répartis à parité parfaite. 5 réalisateurs et 5 réalisatrices. Forty et Love ne sont pas des noms donnés par hasard. En effet, dans le jargon du tennisman, Forty et Love signifient le résultat d'un match. Forty étant 40 et Love 0. C'est sur cette dernière information que je vous laisse. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez-moi Nirvana en commentaire. Je vous propose également le premier duel de l'année. Pour un prochain secret tournage, vous avez le choix entre Ocean's 11 et Top Gun. Je vous laisse me donner votre choix en commentaire de la vidéo. Nous, on se retrouve le mois prochain pour une vidéo qui va probablement faire parler. Portez-vous bien d'ici là. Allez, coupez.